Si en France, les différents blocs au Parlement, à l'Assemblée nationale, s'entrechoquent, on ne dit pas que la France est en crise, on peut dire que le système politique est en crise, mais jamais se pose la question de la continuité de la République. Si en Europe, 2 ou 3 gouvernements ne sont pas d'accord, tout le monde dit, tout le monde écrit, voilà, c'est la fin. Mais non, c'est la démocratie. Il faut savoir, parce que dans ma vie, ça joue un rôle ultra important, que mon père était soldat allemand pendant la Deuxième Guerre. Parce que les Allemands, ayant occupé le Luxembourg, ont enrôlé de force. Mon père, soldat, contre son gré, dans une armée qu'en fait il aurait voulu combattre. Et donc mon père, pour avoir été soldat, pour avoir été blessé, pour avoir été prisonnier de l'armée rouge, détestait la guerre. Et m'a appris que cette guerre devait être la dernière guerre en Europe. Et donc, très naturellement, j'ai été porté vers les considérations qui gravitaient autour de la construction européenne. S'ajoutait à cela qu'il était syndicaliste, mon père était ouvrier sidérurgique, faisait partie de cette tranche des syndicalistes chrétiens qui mettaient tout leur espoir dans cette Europe qui était en construction. Il était un syndicaliste engagé non seulement au plan de la sidérurgie luxembourgeoise ou de la société luxembourgeoise, mais aussi de l'international syndical. Et j'ai découvert, dès mon âge de 8-9 ans, des papiers comme ça qui venaient de l'Assemblée consultative des travailleurs de la sidérurgie européenne, CK. Et donc j'ai étudié ça, j'ai lu ça, et ça m'a beaucoup plu. Et donc sans mon père, je ne serais pas devenu celui que je suis ou que j'ai été. J'étais aux prises avec la crise grecque pendant ma période comme président de l'Eurogroupe. C'était un grand défi, la construction monétaire de l'Europe, et notamment la crise dite grecque, parce que j'ai lutté comme un fou contre cette idée simple, simpliste, saugrenue, d'exclure la Grèce de la zone euro. Et donc, j'avais avec le gouvernement allemand des relations, disons, tendues, parce que je me suis toujours inscrit en faux contre cette idée d'éliminer de la zone euro la Grèce. Parce que je me disais, hors mon amour pour la Grèce, que cela probablement aurait eu pour conséquence que d'autres pays moins forts, économiquement parlant, connaîtraient le même sort, et donc que la zone euro se serait décomposée en différentes parties. J'avais un deuxième défi qui était omniprésent à l'époque. Le chômage était très élevé. Les investissements ne suivaient pas un parcours normal parce qu'ils étaient très faibles. Nous étions en panne d'investissement. Et donc j'ai lancé ce qu'on appela le plan Juncker. On l'a appelé plan Juncker parce qu'on pensait que c'était un échec intégral. Et donc on voulait pré-identifier celui qui serait responsable de l'échec. Lorsque ce fut un succès, on l'appelait dorénavant le fonds d'investissement stratégique, mais c'est exactement la même chose. On n'avait pas d'argent disponible dans le budget européen et donc on a dû inventer des mécanismes de financement qui n'avaient jamais été mis en place en associant le secteur privé à cette entreprise. C'est un plan qui finalement, in fine, s'est traduit par des investissements d'un niveau très élevé, 600 milliards. On n'utilisait que 25 milliards du budget européen. Puis, il y a eu la crise migratoire, terrible en 2015. Puis, il fallait, au moment du Brexit, éviter le dispersement des États membres. J'ai nommé Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne sur les affaires Brexit, ce qui fut
une des meilleures décisions qui m'est arrivé de prendre. Ajouter à cela les accords de commerce que nous avons dû conclure avec le Japon, avec le Canada, avec quelques autres qui étaient en négociation pendant des années que nous avons pu conclure. Donc c'était des journées de travail bien remplies. J'étais à Bruxelles le 23 juin. Je me rappelle parce que le 23 juin, par hasard, est la fête nationale luxembourgeoise. Normalement, j'aurais dû être localisable à Luxembourg, mais j'étais ici à cause du référendum. Et pour moi, ce ne fut pas une surprise, parce que j'avais estimé, après avoir négocié avec les Britanniques, que les Britanniques quitteraient l'Union européenne. Je l'ai dit à tous ceux qui m'ont approché. Et j'étais le seul dans cette maison et dans le monde politique européen qui disait « Vous allez voir, ils vont quitter ». Si pendant 40 ans, durée de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, si pendant 40 ans vous expliquez que oui, c'est très bien, ça va pour l'économie, le marché intérieur, ça nous intéresse, mais le reste, on s'en fout. Si jour après jour, vous expliquez à votre peuple, à votre opinion publique, que l'Union européenne a trop de pouvoir, que la Commission s'occupe de tout, que la Commission s'immisce dans tous les processus décisionnels nationaux, que l'Union européenne fait mal les choses, comment voulez-vous, le jour du scrutin, convaincre une majorité de vos citoyens à dire oui à une Europe dont vous avez dit que du mal? Donc j'étais persuadé que le résultat serait celui qu'il fut. J'étais déçu, mais pas surpris. On a eu des conseils européens difficiles, mais l'essentiel, contrairement à ce qu'on pense, ne se joue pas au Conseil européen. L'essentiel se fait avec les pays membres avant les réunions du Conseil européen. Alors il faut avoir, sur la situation politique interne de chaque État membre, un savoir chaque jour enrichi par de nouvelles informations, de sorte que, président de la Commission, vous avez un savoir qui dépasse et qui doit dépasser celui des premiers ministres. Et ceux qui parlaient en disant ce qu'ils avaient envie de dire comprenaient par la façon dont je leur répondais que je savais pourquoi ils avaient dit ce qu'ils avaient dit. Parce que je demandais à nos ambassadeurs de l'Union européenne dans les différentes capitales, en fin de semaine, un rapport circonstancié sur les problèmes qui se posent dans chaque pays. Décrivez-moi la situation de politique intérieure. Sachant cela, vous comprenez mieux les mouvements qui traversent la salle. Je ne suis pas pessimiste lorsque je pense à l'avenir de l'Union européenne. Asie, Afrique et Amérique latine, j'ai visité ces pays et j'ai constaté à chaque instant et dans chaque pays une réelle admiration des autres pour l'Europe. Et lorsque je descendais de l'avion à Bruxelles, me retrouvant dans la vallée des pleurs, je constatais tout de même une différence énorme. L'Europe est admirée, appréciée loin de l'Europe, et elle n'est pas aimée en Europe. Chose curieuse tout de même. Regarder l'Europe de loin vous permet de mieux la voir, puisque vous arrivez à la distinguer des affres et des malheurs des autres, alors que nos malheurs existent, mais ne sont pas insurmontables. Et donc je reste optimiste. Depuis que je suis ministre européen, depuis 1982, je vous disais, l'Europe est toujours en crise, parce que nous comprenons mal la démocratie européenne. Si en France, les différents blocs au Parlement, à l'Assemblée nationale, s'entrechoquent, on ne dit pas que la France est en crise, on peut dire que le système politique est en crise, mais jamais se pose la question de la continuité de la République. Si en Europe, 2 ou 3 gouvernements ne sont pas d'accord, tout le monde dit, tout le monde écrit, voilà, c'est la fin. Mais non, c'est la démocratie. Il y a dans les différents gouvernements différentes idées qui s'expriment et qui s'entrechoquent sans que pour autant nous entrerions
dans un scénario de crise insurmontable. Il ne faut pas oublier que l'Europe est une grande réussite et que tous ceux qui veulent la déconstruire, en lançant cette aventure de déconstruction, se trompent lourdement. La question étant ce que je pense des faiblesses de l'Europe et de ce qu'il conviendrait d'améliorer. Je crois que nous avons toujours un déficit de politique sociale. La page sociale n'est pas encore écrite. Je m'y suis toujours employé et je reste d'avis que lorsqu'on pense pouvoir construire l'Europe sans les travailleurs et sans le monde du travail, sans ceux qui sont dans une situation de précarité, parce que le droit du travail néolibéralisé est devenu ce qu'il est devenu, on se trompe lourdement. Et donc il faut porter beaucoup de soin à l'accomplissement de la politique sociale en Europe. Et il faut avoir à l'œil l'amincissement des procédures de décision. On ne peut plus, lorsque nous serons 34 ou 35, alors que c'est déjà difficile à 27, décider sur les politiques étrangères de sécurité à l'unanimité. Il faut remplacer l'unanimité et donc l'immobilisme qui nous guette à chaque instant par la majorité qualifiée qui permet de prendre des décisions hardies. J'ai un précepte qui est un peu arrogant, qui vient de l'allemand, presque intraduisible en français, lorsqu'on m'emmerdait avec des trucs qui ne valaient pas la peine. Je disais toujours, de vos petites choses, je me moque. Et puis il y a des objets, oui. C'est le dernier charbon qui a été sorti, le dernier jour, où en Allemagne, on a mis fin au charbonnage, aux mines. C'est la pièce que les mineurs, la dernière pièce que les mineurs ont sortie des profondeurs. Et cette pièce me rappelle toujours le travail des générations antérieures, qui en fait, par leur travail, nous ont permis de vivre non pas dans l'abondance, mais dans un confort matériel que d'autres parties du monde ne connaissent pas. Ceci m'accompagnera pendant toute ma vie.